Et les prêts bonifiés, hein, donc la partie bonification, c'est un cofinancement partie française et partie Europe. Voilà. D'autres? Merci de cette expérience assez enrichissante, mais elle me réconforte à l'idée de deux choses qui nous font faire fausse route. Finalement, le métier d'agriculteur est le même dans le monde entier, sauf que dans le sud, et c'est pour ça que les gars viennent mourir à la Méditerranée, on pense qu'il est plus facile ailleurs. Parce qu'en fait, il y a des schémas qui sont liés au fait qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, certains développeurs pensent qu'il y a des modèles quelque part et les autres, et il y a donc des concepteurs quelque part et des consommateurs ailleurs. Et donc, très souvent, au nord, c'est les concepteurs, c'est ceux qui ont découvert tout, qui connaissent tout. Et au sud, c'est les consommateurs, on transfère dans les modèles conçus. Et on se rend finalement compte qu'il n'y a pas de modèle, il y a des modèles nulle part. Et qu'on a tous à apprendre à contextualiser ce qu'on voit. Parce que lorsqu'on fait un reportage à la télé et qu'on montre un agriculteur sur un tracteur à Lyon, le jeune Camerounais croit que c'est trop beau. Mais quand on suit ce reportage, c'est dur, hein? Autant dur que ceux qui sont avec la houe aussi. Il y a des questionnements aussi. Alors, il serait intéressant donc qu'en comparant ces différents dispositifs et en voyant le cas Cameroun, qu'on mette sur deux paniers les constantes et les variables pour que ça aide et qu'on sache que ça peut c'est constant, qu'on soit au nord ou qu'on soit au sud, et ça varie, et pour que les gens ne prennent pas des modèles, parce que je sais qu'il y a à plusieurs moments au Cameroun où on dit non, l'installation des jeunes a réussi en France. C'est le vrai modèle. Ça ne semble pas être, ils sont aussi en difficulté, autant en difficulté que ce que nous avons au sud. Donc, il va falloir arriver à un moment, à partir des contraintes qu'on a énoncées tout à l'heure, le foncier, le ceci, voir les contraintes qui semblent des constantes et des contraintes qui ont besoin d'être modulées, donc qui varient d'un environnement à un autre pour aider tous ceux qui réfléchissent sur les processus pour qu'on ne copie pas et on colle des choses qui ne sont pas qu'on ne peut pas copier. Merci. Dounia Al-Khouri, moi je viens du Liban, je préside une ONG de femmes qui s'appelle Association des femmes de Deir el-Ahmad dans la Bekaa du Liban. Moi je voudrais juste mettre ce concept-là dans un cadre plus large pour ne pas voir les jeunes seulement qui sont dans on voit l'insertion des jeunes dans le monde agricole, mais voir la communauté. Voir des femmes qui font la valorisation des produits, qui travaillent, parce que c'est ce que nous faisons dans notre milieu. Là, on travaille dans une zone agricole de la Bekaa du Liban. Donc, quand ce sont les femmes qui viennent apporter leur savoir-faire, et on fait la formation aussi pour les femmes, comme on le fait pour les jeunes. Pas de diplôme, mais peut-être des formations continues pour les femmes, pour valoriser leurs produits. Quand on prend un cadre peut-être touristique, on fait l'agrotourisme. Je crois que dans ce cadre-là, les jeunes se voient mieux placés, mieux insérés dans cette forme-là de développement rural durable. Merci. Il me semble que la question effectivement de la communauté, enfin et de l'appartenance au territoire, c'est quelque chose qui traverse les. Vous l'avez vu dans les deux étapes du travail, dans les deux séries d'interviews.
ce lien au territoire est quelque chose de très fort dans les questionnements qu'on a rencontrés. En Aveyron, il s'exprime par rapport à un territoire historique dans lequel les jeunes agriculteurs, ceux qu'on a rencontrés en tout cas, donc une session de travail courte et un certain nombre de rencontres, une vingtaine d'enquêtes en fait pour chaque site. Là, l'appartenance à la communauté, c'est vraiment par rapport à un terroir d'origine dans lequel on choisit de vivre et de travailler. Dans le cas des agriculteurs que nous avons rencontrés dans le Gard, c'est une communauté de choix. Ce sont souvent des personnes qui viennent d'ailleurs et qui choisissent de vivre là. Et donc là, la question de l'intégration dans la communauté aussi va se poser, alors dans des termes un peu différents, mais ce sont des choses dont on nous a beaucoup parlé en fait dans les enquêtes. D'autres questions, réactions? C'est pas vraiment une question parce que je n'arrive pas encore à la formuler, mais c'est sur cet enjeu d'intégration dans la communauté, notamment sur le deuxième exemple. Voilà, c'est juste une question que si tu as des éléments à nous faire partager sur cette question-là, ça m'intéresserait. Alors, je ne sais pas trop comment je vais répondre à ta question. D'accord. Ok. Ouais. Donc nous, effectivement, on travaille beaucoup et principalement avec des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole et il arrive aussi qu'ils ne soient pas non plus issus du territoire. Et en fait, moi, je vois l'accompagnement, alors pour réagir par rapport à ce que disait Pierre Blaise, c'est ça. Moi, la constante, les constantes dont tu parles, moi, je considère que l'accompagnement, c'est essayer de faire le lien entre trois pôles. Il y a un pôle qui est constitué par la personne et ce qu'elle est, ce qu'elle a vécu, ses aspirations, etc. Ce qui est de l'ordre de son projet, de ce qu'elle veut mettre en œuvre, et après on peut parler de projets professionnels, de projets de vie, etc. Et puis cette chose-là, elle va la mettre en œuvre dans un environnement, à un endroit. Et donc on travaille tout le temps sur ces trois pôles et à essayer de chercher la cohérence et de mettre en cohérence ces trois éléments-là qui vont faire que l'installation va effectivement réussir ou pas. Donc l'intégration dans le territoire, voilà, quoi, c'est ce troisième pôle. Le territoire est un élément de ce pôle environnement du projet. Et du coup, pour des gens qui ne sont pas issus du milieu, y a des aspects à travailler sur l'intégration dans un territoire. Alors, derrière la notion de territoire, il y a beaucoup de choses, quoi. Territoire social, il y a des histoires de réseaux professionnels, de réseaux de commercialisation, etc. Et les gens que nous, on accompagne sont en fait aussi souvent dans une démarche de reconversion professionnelle et vont s'installer à un endroit où elles vont aussi chercher à construire une légitimité de leur présence à cet endroit-là, quoi. Et ça passe souvent par leur activité professionnelle. Donc après, je ne sais pas si c'est difficile ou pas difficile pour elles. Moi, je ne suis pas à leur place. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même plein d'exemples qui sont réussis. Après, les réseaux qu'elles construisent sont en général quand même assez différents des réseaux traditionnels, je pense, des agriculteurs qui sont là depuis longtemps, quoi. Quand on voyait Yannick là avec ses poules qui parlent de la map, etc., les gens qu'on accompagne sont effectivement sur des constructions de réseaux qui ne passent pas par ce qu'on a l'habitude de connaître en agriculture, des coopératives, des choses comme ça, quoi.
Mais pour autant, ça ne les empêche pas d'être en lien avec le territoire et ils sont peut-être plus facilement en lien avec les habitants du territoire ou les consommateurs du territoire qui sont, eux, de leur côté, en ce moment plutôt dans une recherche de davantage de produits locaux, etc., quoi. Enfin, nous, ce qu'on constate, en tout cas, c'est que c'est des choses qui émergent, quoi. La demande des consommateurs pour ce type de produit, elle se développe. Et jusqu'à présent, les gens qui s'installent comme ça en circuit court n'ont pas vraiment de difficulté à trouver leur clientèle, quoi. Donc ça pour les réseaux commerciaux. Après sur les réseaux professionnels, nous dans le Gard, il se trouve qu'on a quand même pas mal de nouveaux agriculteurs de ce type-là, qui eux-mêmes constituent des nouveaux réseaux et se regroupent pour faire différentes choses, quoi, que ce soit de l'entraide, de la commercialisation en commun, etc. Et encore une fois, c'est de la création de réseaux qui n'existait pas avant, quoi. Ça ne les empêche pas d'être en lien quand même avec des paysans. Enfin, il n'y a pas forcément opposition non plus entre les nouveaux et ceux qui étaient là avant, hein. Mais c'était dans la conclusion, je pense que c'était marqué, quoi, s'intégrer soit dans ce qui existe, soit créer de nouvelles choses. Et il y a effectivement, à mon sens, beaucoup de création et d'innovation, notamment en termes de réseau, quoi. Ça répond ? Elvio Virgili, ex-assistant technique d'AFOP. Lorsqu'on compare l'Aveyron et le Gard, on se rend compte qu'il y a une nécessité d'accompagner à l'installation, avant, après, l'ADR ou feu les ADASEA, et que la formation est faite ailleurs. Donc, une des questions qu'on peut se poser pour AFOP, c'est que AFOP fait les deux, fait la formation et l'accompagnement. Et ça, c'est une question qu'il va falloir trancher, parce que très vite, on dit AFOP est à la fois au four et au moulin, quoi. Et donc ça risque de poser à moyen terme, si ce n'est pas à court terme, un problème pour AFOP si on compare à ce qui est vécu en France. Sur ce point, il y a quand même dans les deux démarches des temps de formation intégrés dans le dispositif même d'accompagnement. Est-ce que tu veux réagir là-dessus ? Ouais, très rapidement pour dire que moi, j'ai pas assisté à toute la présentation ce matin, mais j'ai vu au moins la synthèse. Et j'ai trouvé ça justement très intéressant que la formation et l'accompagnement soient regroupés ou en tout cas mis en relation dans l'expérience d'AFOP, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu dans la bouche de porteurs de projets, de dire mais nous, on nous envoie en formation, on va faire un BPREA, etc. On nous demande de construire un projet professionnel c'est une des étapes de ce qu'ils font dans le cadre du BPREA. Et puis après, ils sortent et on leur dit maintenant, il faut vous faire accompagner. Et quand ils arrivent à l'accompagnement, on leur dit maintenant, on va vous aider à construire votre projet professionnel. Et c'est souvent perçu comme un peu une redite, quoi. Donc je pense que la modalité de travail sur le projet professionnel en formation ou en accompagnement, elle est différente. Donc il y a effectivement une légitimité à faire comme ça ou comme ça. Mais qu'en France, par contre, il y a peut-être une dissociation qui est trop grande entre les deux, ou pas assez de liens, quoi. Oui. Voilà, moi je voulais poser une question de savoir... dans la dimension insertion des jeunes, vous qui avez rencontré des jeunes au niveau de l'Aveyron et puis dans le Gard, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour améliorer les conditions de vie des jeunes agriculteurs et des jeunes agricultrices? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, mais qui ont du mal à trouver des compagnes.
donc qui sont dans l'impossibilité de, enfin pas l'impossibilité, mais qui sont dans des difficultés de s'insérer parce qu'ils ne trouvent pas des personnes enfin des femmes qui sont dans le monde rural, parce qu'on a tendance à voir que les jeunes filles ont tendance à déserter les campagnes, et ces jeunes-là ont du mal à trouver des copines. Et ça, c'est une contrainte majeure, bon, que je n'ai pas vu que vous avez soulevé dans votre truc. Peut-être vous n'avez pas eu à rencontrer, à répondre à ça, mais c'est une problématique quand même de majeure, quoi. Alors, insertion sociale, il y a des dimensions très concrètes. Je passe le micro à ceux qui ont fait les enquêtes. Donc, nous avons de la promotion MOCAS, nous avons Jody, Mona et Benjamin, donc, qui ont tous fait des enquêtes dans différents groupes. Un garçon plutôt. Bonjour, c'est Benjamin. Mais si, il y a 2-3 personnes qui nous ont parlé de ce problème. Il y a un qui a eu plus de chance parce qu'il était avec une femme qui a accepté de s'installer. Donc, ils se sont installés ensemble. Mais beaucoup ont souligné que dans leur environnement, parfois c'était difficile parce que c'est un travail qui leur prend tout le temps. Ils travaillent du lundi au dimanche et ils ont besoin parfois de sortir. Donc, trouver des gens qui les remplacent, se dégager ne serait-ce que 2 ou 3 semaines de vacances. Donc, on a bien compris que il avait besoin de faire autre chose que son travail parfois, parce que ça participait à son épanouissement. Et une jeune dame, qui s'est installée aussi, qui nous a expliqué que c'était difficile pour elle, parce que dans l'entourage, au départ, pour eux, ce n'est pas un travail pour femmes, après sa formation. Donc, c'était difficile, il a fallu qu'elle fasse ses preuves en tant que fille d'agriculteur. Elle a travaillé déjà pendant 5 ans, quand elle a voulu s'installer dans l'environnement, c'était pour elle un peu hostile, entre guillemets, mais il a fallu qu'elle fasse ses preuves, qu'elle s'est montée sur un tracteur, qu'elle s'est traire les vaches, voilà. Donc il y a le problème vraiment véritable, quant à savoir si s'installer, est-ce qu'on peut trouver un compagnon ou une compagne. Ils nous l'ont souligné, et voilà. C'est une contrainte majeure qu'il faut prendre en compte. Merci. Martin Vadel, là je travaille communauté de communes du Nébu en Corse. Je pense qu'on touche là à un problème sociétal fort et qui malheureusement dans les dispositifs du Nord n'est pas très mis en avant. Je pense que la philosophie que nous amènent les expériences du Sud, cette philosophie de l'action, on devrait un peu s'inspirer parce que nous, pour notre cas en tout cas, on est dans le même état critique que ce que peut vivre monsieur Ango au Cameroun ou nos amis de Madagascar. Et on est enfermé dans des dispositifs nordistes, je dirais, qui nous empêchent peut-être d'aller vers des alternatives. Et puis on le voit bien à travers le reportage, ces associations qui se sont créées parce qu'à un moment donné, ont été obligées de changer de braquet pour accompagner les gens. Pour répondre à votre question, on a créé en France l'émission L'amour est dans le pré. Je pense que ça répond aussi et ça donne une image de là où on en est par rapport à l'agriculture, à la vue que l'on a de ce beau métier et de ce qu'on peut y porter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les dispositifs DJA, JA sont beaucoup basés sur la partie financière et on oublie de recentrer l'humain au cœur de ce système-là. Et malheureusement, il y a beaucoup d'échecs, en tout cas chez nous, sur l'installation, de gens qui, très sincèrement, alors qu'ils soient néo-ruraux, fils de paysans, qui arrivent dans un milieu rural qui n'est pas adapté à leur installation, qui n'est pas prêt à les recevoir. Et je crois que notre défi, peut-être, il est là. C'est quelles conditions, nous, en tout cas, politiques, ceux qui avons peut-être en charge le développement, comment on peut mettre de l'ardeur là-dedans, à réfléchir sur nos sociétés qui ont changé, à réfléchir sur nos comportements qui ont changé. Quand un terrain se libère, il y a une ruée des autres agriculteurs sur le terrain. On ne pense pas peut-être à dire tiens, on va le donner à un jeune agriculteur qui s'installe. Enfin, je pense que les problèmes que l'on retrouve nous en Corse, je pense qu'ils sont nationaux, internationaux, et j'en reviens à ce qui avait été dit en préambule de la journée. On est dans un problème global qui n'a pas de solution, et vous avez bien raison, on n'a pas de solution toute faite et de modèle tout fait.
Bonjour, Jean-Baptiste Cavalier, donc je suis coordinateur du réseau national des espaces tests agricoles, RENETA. Donc c'est pour faire rapide, un espace test agricole, c'est une couveuse d'activité pour l'installation d'agriculteurs. Donc c'est en gros permettre à un agriculteur, avant de s'installer, de tester le métier d'agriculteur pendant 2 à 3 ans, de tester son projet, de voir s'il est viable économiquement, voir s'il est vivable. Voilà, donc c'est un dispositif qui se développe aujourd'hui en France, pas mal, qui est porté par tout un tas d'acteurs, à peu près tous ceux qu'on a vus là, puisqu'il y a des acteurs associatifs, il y a des chambres d'agriculture. Les personnes qui passent par ce dispositif peuvent être dans le dispositif Jeunes Agriculteurs, peuvent toucher la DJA à la sortie de la couveuse, comme peuvent aussi être hors DJA. Et alors un des rôles justement principaux de ce dispositif, c'est cette insertion dans le territoire. Donc on est sur des dispositifs qui sont ancrés dans leur territoire, qui sont portés par des acteurs du territoire. Et l'objectif, c'est de dire pendant 2 à 3 ans, je vais tester, je vais voir si j'arrive à faire ce métier d'agriculteur. Socialement, la question de la femme ou du compagnon, puisque la question se pose aussi, elle est cruciale. Nous, on a beaucoup de gens qui abandonnent, de porteurs de projets hors cadre familial, anciens ingénieurs, informaticiens par exemple, pour faire une caricature, qui viennent de la capitale, qui s'installent à la campagne et qui se rendent compte au bout de 2 ans que c'est pas vivable socialement. Leurs compagnons, leurs compagnes n'arrivent plus à vivre en milieu rural, c'est pas possible, c'est pas adapté. Donc c'est une vraie question, cette question sociale, et c'est aussi à vérifier. Mais donc on a cette question de l'ancrage dans le territoire qui permet justement de créer le réseau. On a parlé plusieurs fois de ce réseau, et notamment de voir comment est-ce qu'on arrivera peut-être à avoir connaissance de terrains qui se libèrent. Comment est-ce qu'on arrive à se mettre en lien avec d'autres agriculteurs, d'autres dispositifs. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que par rapport à ces 2 dispositifs qu'on a présentés, les choses sont en train d'évoluer fortement. Le dispositif DJA, il est en train d'être complètement remodelé par la nouvelle loi d'avenir agricole. Il y a des choses qui sont en train d'être reprises complètement. Donc c'est des choses qui vont évoluer assez rapidement dans les années à venir. Mais on se rend compte qu'on peut trouver aussi des alternatives qui mixent tout ça, qui mixent les profils, avec des alternatives qui sont très variables, très variées, et qui s'adaptent aux besoins de chaque porteur de projet. Et je pense que ce qu'on voit peut-être un peu ce qu'on va, on aime pas mal dans le reportage, c'est que le dispositif DJA, il est plutôt normatif, de mon point de vue. On va vers un modèle, c'est ce que disait Pierre Blaise-Angot ce matin, c'est le frein politique, la question du modèle agricole qu'on promeut. Aujourd'hui, le dispositif DJA et les syndicats agricoles majoritaires promeuvent un certain type de modèle agricole qui va vers toujours plus d'agrandissement, qui n'est pas forcément très favorable à l'installation de nouveaux agriculteurs. C'est un peu caricatural, mais enfin c'est quand même beaucoup ça, même si les choses évoluent. Et à côté de ça, on a aussi des gens qui veulent s'installer, qui ont du mal à s'installer. Et donc je pense qu'on peut réussir à trouver des dispositifs qui vont permettre de répondre aux différents besoins. Et donc à chaque fois, il faut réussir à mettre au cœur de ces dispositifs justement les attentes du porteur de projet. Je trouve que c'est, moi, dans ce que j'ai entendu de la FOP ce matin, ce que j'ai retenu, c'était notamment ça. C'était tout de suite, on a mis l'accent sur quels sont les besoins des jeunes. Alors en France, on ne parle pas forcément de jeunes. Moi, je préfère parler de nouveaux agriculteurs, puisque aujourd'hui, en France, on a quand même de plus en plus de gens qui s'installent et qui ont plus de 40 ans. La dynamique jeunes agriculteurs a tendance à s'essouffler. On a de moins en moins de reprises d'exploitation. On a de plus en plus de hors cadre familial qui viennent s'installer. Mais enfin, cette question de voilà, qu'est-ce que je veux faire et comment est-ce qu'on prend en compte mon besoin, ma volonté, et comment est-ce que mon système agricole alternatif, comment on dit, atypique en général, quand un porteur de projet se présente là avec un projet un peu particulier, il est atypique. Comment est-ce qu'il est aussi intéressant pour la société? Comment est-ce qu'on peut le valoriser? Comment est-ce qu'on fait le lien justement avec des acteurs comme les AMAP, comme Terre de Liens, qui sont des acteurs de la société civile, qui représentent des citoyens et qui vont avoir aussi pour rôle de valoriser ce métier d'agriculteur. Donc, voilà. Donc ce besoin-là, je trouve que c'est intéressant. Et juste sur la question le fait que la FOP porte à la fois la formation et l'accompagnement, nous justement dans ce dispositif Espace Test, le principe c'est de dire on va essayer d'associer tous ces acteurs. Ce n'est pas les mêmes acteurs qui portent tout. Il y a des acteurs, il y a des CFPPA qui portent les BPREA, mais qui vont s'impliquer aussi dans ces espaces tests agricoles. De plus en plus. Aujourd'hui, en France, il y a une trentaine de CFPPA qui sont impliqués dans des espaces tests agricoles. À côté de ça, on a des acteurs associatifs qui font de l'accompagnement. Comment est-ce qu'on arrive, à travers cet outil qu'on propose, à coordonner justement tout ça? Et donc à être quelque part un peu sur ce que fait la FOP aujourd'hui.
Merci. Alors, on va. Une des dernières questions. C'est une question que je me pose, mais je ne sais pas si on a la réponse ici. C'est plus, quand on voit les dispositifs, comment ils ont évolué en France, ils sont devenus assez individualisés avec le PPP, etc. Quand on voit les expériences qu'on essaye de construire au Cameroun et puis aussi à Madagascar, en disant on se focalise sur le porteur de projet, son projet, on met l'apprenant ou le porteur de projet au centre. Donc c'est intéressant, mais quand on met les chiffres à côté de ça, on a dit ce matin que la population agricole en France aujourd'hui c'était 3%, et alors que dans les pays du Sud on est sur des chiffres beaucoup plus importants. Et ça fait aussi référence au nombre de conseillers, la question qu'on posait tout à l'heure sur le nombre de conseillers, 1 pour 50 à Madagascar. On est à peu près sur le dispositif qu'on imagine au Cameroun sur à peu près les mêmes chiffres, 1 pour 30 ou 1 pour... voilà, pour le moment. Donc voilà, je me pose la question de finalement la massification, le changement d'échelle aussi, et les moyens et les ressources qui sont nécessaires pour mettre en place des dispositifs qui vont être massifs, puisqu'on voit les chiffres, et avec un accompagnement assez individualisé finalement dans les volontés et dans les souhaits qui semblent émerger. Voilà, donc c'est une question de moyens humains, moyens financiers pour faire les choses comme on a envie de les faire. Enfin. C'est une question. Donc on a pu voir depuis ce matin que finalement l'accompagnement c'est réduire les risques autour du porteur de projet, du jeune. Et si ces risques sont relativement diminués, parce que comme on l'a vu, il y a des réseaux qui accompagnent sur les aspects formation, financiers, etc. C'est vrai qu'au Nord, les aspects mise en marché sécurisent quand même pas mal, jusqu'à maintenant, la viabilité et la durabilité des systèmes de production. Et moi, ma question, c'est... Bon, on a vu que c'était favorisé par des grands circuits, des grandes filières qui étaient structurées, organisées, aidées. Mais on a eu des changements récents, les nouvelles filières, les nouveaux circuits courts, au démarrage, les nouveaux installés, ils ont vraiment ramé, quoi. Parce qu'ils faisaient à la fois la production et la commercialisation. Les débuts des AMAP, ça n'a pas été si facile, il y en a pas mal qui se sont cassés la figure. Et moi, ma question, c'est au Sud, effectivement, on voit bien que la mise en marché, c'est souvent de l'informel. Comment on va sécuriser ça? Alors, bien sûr, il y a des grandes filières, hein, mais c'est souvent de l'informel. Et souvent, ça entraîne des difficultés de garantie pour les financements. Donc la question est au Cameroun, on le voit, comment des jeunes qui vont s'installer, quelle viabilité ils ont, et surtout sur l'aspect mise en marché, quelle garantie ils ont de vendre avec des fluctuations de prix, des risques climatiques, etc. Donc les facteurs de risque, ils me semblent beaucoup plus importants que ce qu'on peut connaître dans le Nord. Ce que je vous propose, vous voyez, on a une immense horloge là en face de nous. Je vous propose que nous gardions ces questions ouvertes parce que je pense qu'elles interrogent vraiment par rapport à la suite de notre réflexion, la question de l'accès au marché et du degré de sécurité ou de prise de risque par rapport aux formes d'accès au marché, la question de la massification des dispositifs, donc du changement d'échelle que nous avons prévu que nous allons aborder tout au long des sessions à venir, mais notamment dans celle du vendredi matin. Je pense qu'il y a autour de ces différentes questions des points d'analyse, des regards croisés à apporter, et donc que nous pourrions garder ces questions pour les aborder dans les sessions suivantes. Je pense aussi, je vois que tout le monde a l'air bien fatigué. Donc, nous avions dans notre programme une session synthèse, une dernière étape de synthèse. Je vais vous proposer de la faire plutôt demain matin en introduction. Je pense que ça sera plus simple pour tout le monde, à commencer par moi. Et donc... nous nous retrouvons donc demain matin pour débuter la session à 9h.